putain, on est bien là. Oh, l'éclairage est fou. Ouais, il y a des très belles lumières. Avant qu'on attaque, montre-moi ton fond d'écran. Avec la bouteille de chartreuse en plus. On va parler de la course, mais tout le monde te parle de la Je vais course. te mettre la pression, moi. Ah ouais, bah. Ah, c'est pas la danse des canards. Non, c'est pas la danse des canards. Alexis, c'était une de mes idoles, je le regardais avec des grands yeux, maintenant je cours avec lui. Alors, dans Strasbourg, c'est un peu compliqué de faire du ski, donc je viens pas exactement de Strasbourg, je suis né à Strasbourg. C'est des rasoirs qu'il faut là pour tenir. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se dire ça, mais non. C'est comme dans les bronzés, putain, je vais l'épiner. Ça m'est déjà arrivé de dire, putain là, je me chie dessus, j'ai trop peur. Pour moi, ils m'ont vu à poil, quoi. C'est comme s'ils s'occupaient de moi dans le berceau quand j'étais petit. Genre... Putain, il ferme la cabine. Bienvenue à bord de Télécabine. Dans ce podcast, nous parlerons jamais de performance ou de tableau d'affichage, car mon objectif premier, c'est de vous faire découvrir l'humain derrière le dossard. J'ai à cœur de vous faire nouer une relation plus forte avec vos idoles et les athlètes que vous suivez tous les week-ends. Et pour cela, dans Télécabine, on prend le temps de discuter avec les femmes et les hommes qui, malgré leur niveau exceptionnel, ont eux aussi leurs doutes, leurs routines, leurs galères, leurs rêves et leurs petites victoires. Je m'appelle Maxime, ou The Frenchy Outdoor pour ceux qui me connaissent déjà, immense fan de ski alpin. Et dans ce podcast, ce fan va discuter avec les meilleurs mondiaux, sans filtre, sans langue de bois, comme entre potes. Installez-vous confortablement, la cabine va démarrer. Bienvenue dans Télécabine, le podcast qui remet l'humain au cœur de la performance. Aujourd'hui, je reçois l'homme avec la meilleure célébration de Coupe du Monde, mieux que la Didier Cuche d'Athélie McGrath, mieux que la Samba de Pinheiro, mesdames et messieurs, Thibaut Favreau. Merci pour ce compliment. Comment tu vas, Thibaut ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va super. Écoute, moi on est bien là, soleil, fin de journée, on a une lumière de fou, on est dans une télécabine à Val d'Isère. Ouais. Et franchement, on se régale. On est ping. Raconte-nous, elle vient d'où cette célébration un peu ? Alors, elle est un peu arrivée comme ça. En fait, la première fois qu'elle est sortie, c'était à Delboden l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et je savais pas trop quoi penser du chrono, et donc c'était plus dans l'idée, je sais pas. Ok. Et en fait, c'est arrivé avec la musique, et puis ça a dérivé sur une petite danse. Et en fait, j'ai un collègue de ski d'il y a 10 ans en arrière, qui s'appelle Greg Galeotti, j'espère qu'il entendra. Il faisait cette danse-là, ça s'appelait la danse du brochet. Donc elle est pour toi, Greg, et j'espère qu'elle ressortira plein de fois encore cet hiver en Coupe du Monde. Ah, c'est pas la danse des canards ? Non, c'est pas la danse des canards. ça Je pensais qu'on se secouait le bas des reins et voilà quoi. Allez, on l'interprète comme on a envie, mais la vérité, c'est ça. C'est la danse de Greg, mais je me la suis appropriée, et puis voilà, j'aime bien, c'est un peu marrant. Ouais. On se marre. Ouais, c'est bien. Ouais, on espéra qu'elle reviendra plusieurs fois cette année. Première fermeture de porte, ça c'est le côté un peu technique. Bon, pour ceux qui nous écoutent, Télécabine, c'est un podcast où on va essayer d'éviter de parler de tous tes exploits sportifs, mais plus de qui tu es, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu fais à côté, la vie en général, quoi. Éviter de parler du ski, de tes résultats qu'on connaît déjà, qu'on peut suivre sur beaucoup d'autres médias. Donc voilà, c'est tout l'idée du podcast. Cool. Et puis je suis sûr qu'on a plein de choses à découvrir sur toi, donc j'ai hâte de discuter avec toi pendant une bonne heure et que tout le monde reste avec nous jusqu'à la fin. À quel moment est-ce qu'on célèbre dans une aire d'arrivée ? La règle, elle est la même pour tout le monde. C'est quand il y a du vert. Quand il y a du vert, ça veut dire que t'es devant, que t'as fait une manche qui est normalement plutôt bonne et qui te permet de prendre place dans le leader box. Ça aussi, c'est très significatif chez nous. On appelle ça le kiss and cry. T'arrives, tu fais un bisou, t'es content, et puis après tu pleures. Quand tu repars, tu pleures. Sauf si t'y es resté. Sauf si t'y restes. Mais après, si t'y restes, tu peux aussi pleurer de joie. Ouais. Donc il porte bien son nom. Ouais, on célèbre quand c'est vert en bas, quoi. Quand c'est vert en bas et quand on a envie un peu de faire sortir sa joie, quoi. Est-ce que tu ressens pendant que tu skis qu'en bas ça va être vert ? Non, ça y a pas de vérité là-dessus. Des fois ça peut être un enfer sur la piste, tu peux te faire secouer dans tous les sens, avoir des sensations qui sont horribles. La seule vérité, c'est un peu triste, mais à la fois c'est comme ça, c'est le sport, c'est le chronomètre et la feuille de résultat et rien d'autre. Ouais, et c'est ça qui est assez fou, c'est que vous êtes 75 au départ et qu'à l'arrivée ça se joue en 3 secondes entre tout le monde, quoi. Ouais, entre tout le monde. Alors ça dépend si Marco Odermatt il est très très chaud ou pas, ou Marcel Hirscher dans le temps, ou Lindsey Vonn aujourd'hui. Ouais, fou. Mais ouais, généralement c'est assez serré. Et puis en fait, quand les règlements de ski ils évoluent pas, là ça fait dans ma discipline, le slalom géant, ça fait depuis 2018 qu'on a le même règlement. Et en fait là, les avancées technologiques et les avancées techniques des athlètes, elles vont toutes dans la même direction. Et à la fin, en fait, ça regroupe tout le monde dans le même paquet. Et du coup, tu vois, ça se resserre d'année en année, c'est de plus en plus serré. Ouais. Et comment est-ce que ça se fait que certains gars et filles comme Odermatt ou Shiffrin, ils arrivent quand même à garder ces centièmes de leur côté, même si c'est ultra compact, ils arrivent quand même à être devant? Alors c'est un mix de plein de choses, c'est du travail. Je veux dire que la première chose, c'est du travail. Tous les mecs qui sont au départ d'une Coupe du Monde, c'est des travailleurs.
Si t'es pas au départ d'une Coupe du Monde à un niveau inférieur, t'es aussi un travailleur. Mais on va dire, si tu fais du sport de haut niveau et que t'essayes d'exceller, t'es un travailleur. Ce qui fait les petites différences, c'est sur tous les autres facteurs. Ça peut être le matériel, ça peut être le mental, ça peut être le physique. Je vais prendre l'exemple de Marco. Lui, c'est concrètement, il a fait le mix parfait de tout ça sur les 4 dernières années, quoi. Depuis 2021, c'est lui qui masterise le game, quoi. Ouais, pourtant, c'est marrant parce que c'est un des seuls sur sa marque de ski. C'est un avantage. Oui, parce que du coup, tout le monde travaille pour ton ski. Exactement, et il n'y a pas grand monde qui sait comment ça se passe aussi. Ouais. Donc il n'y a pas trop de copies, il n'y a pas trop d'inspiration, vu qu'en fait on n'a pas de retour d'information. D'autant plus que par exemple nous en France, en fait, on ne peut pas savoir ce qui se passe parce que en fait, cette marque de ski, pour pas la citer, elle n'appartient pas au pool des équipes de France de ski. Donc en fait, il n'y a pas de deal entre cette marque et la Fédération française de ski. Donc en fait, on n'a pas accès du tout au matériel ni aux informations, quoi. Ah ouais, et donc l'idée c'est qu'il a des ingénieurs qui sont derrière et qui Ouais. en fait prennent des infos de son ski et qui recréent un truc pour qu'il aille encore plus vite, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Après, je crois qu'il change pas énormément de choses, mais voilà, il suffit de changer quelques variables et ça peut faire des énormes différences. Après, il travaille quand même avec une marque de chaussures française, donc on a quand même un peu des infos là-dessus, on sait un peu comment elle fonctionne, cette chaussure. Mais voilà, après, c'est pas imitable, hein. Ça veut pas dire que ça fonctionne chez Marco Odermatt, donc ça va fonctionner chez tous les autres, quoi. Et toi, ça t'intéresse, ce truc, ce côté un peu, cet aspect technique, ou est-ce que tu prends le matos comme il t'est donné? Pas du tout. Okay. Moi, je suis un grand malade de matos. J'ai la chance de travailler avec une marque qui est à mon écoute, avec laquelle je travaille depuis plus de 17 ans. Donc, c'est vraiment cool. Et ça se passe super bien. Et je suis très proche des ingénieurs, des gens qui nous suivent sur le circuit, que ce soit de la chaussure ou du ski. C'est ce qui me relie à la neige, quoi. Ce qui me fait performer. C'est peut-être le facteur numéro 1. Si t'as des skis qui sont pourris, t'avanceras jamais, quoi. Ouais, bon, les chaussures aussi. Voilà, ouais. Mais moi, c'est le même groupe, c'est la même marque. C'est vrai, ça va. Ça va ensemble. Et est-ce que t'as de l'admiration pour ces athlètes qui arrivent à garder le ultra haut niveau, jouer les gros globes chaque saison? Ah bien sûr. Moi, je vais pas dire que c'est mes idoles, parce que c'est mes concurrents aussi en ce moment, mais par le passé, ça a été mes idoles, des mecs qui ont marqué, comme Marcel Hirscher, comme Alexis. Alexis, c'était une de mes idoles, je le regardais avec des grands yeux, maintenant je cours avec lui. Pas qu'on m'a dit la même chose ce matin. En même temps, c'est difficile de dire autrement d'un mec qui a 34 victoires en Coupe du Monde, quoi. Clair. Mais bien sûr, on s'en inspire tous les jours parce qu'en fait, ils réussissent. Donc nous aussi, on a envie de réussir, alors on peut les regarder quand même. Et j'ai posé la même question à Paco, mais avoir un Alexis dans le groupe avec toi, est-ce que tu lui demandes des retours d'expérience? Est-ce qu'il te coach? Je sais pas comment ça fonctionne. Mais... il coache pas, il va pas te dire fais ci, fais ça. Mais par contre, il y a un réel échange qui se crée. Après, t'as toujours plus ou moins d'affinité avec certains de tes coéquipiers. Mais Alexis, c'est au-delà d'un énorme champion, c'est une très très belle personne que j'apprécie beaucoup et il m'a aidé sur plein de choses, quoi. Même s'il discute pas avec moi, rien que de le regarder et de l'avoir tous les jours avec nous, c'est déjà une réelle plus-value. Essaye de me faire deviner ton idole. C'est facile. Je suis sûr que c'est facile. Ouais, c'est hyper facile. Est-ce qu'il s'appelle Mr. JS? Non, même pas. Ah ouais? Non, moi je suis ok, vas-y. Je suis chauvin, moi, tu sais. Allez, c'est un Français et il a beaucoup gagné en slalom. Est-ce qu'il est marié à une bornandine? Non, c'est pas lui. Lui aussi m'a beaucoup inspiré, je l'aime beaucoup aussi. Ok, je dirais le deuxième. JB Granger. Voilà. Ouais. Qui est aussi au Grand Bornand. Oui, exactement. Putain, quelle station. Oui, JB. Bien sûr, il y a eu Julien aussi. Je sais pas pourquoi plus JB. En fait, peut-être que il y avait une espèce d'attache avec la marque aussi. À un moment, Julien a bifurqué dans une autre marque de ski que JB aussi a fait ça aussi, cette bascule. Mais je sais pas, ça m'a marqué. La forme des skis, il y avait une forme spéciale des skis. J'avais eu la chance de les skier aussi avec la même forme, c'était des skis en biseau. Ça m'avait marqué et puis JB, j'ai rien à dire, quoi. Double champion du monde. 2011 à Garmisch, Partenkirchen, et 2015 à Beaver Creek. Fort. Voilà. Et JB. Et tu faisais du slalom au début? Ouais, j'étais slalomeur quand j'étais plus jeune. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que j'étais nul. Parce que j'avais plus le niveau. Et puis comme tu dis, ça se densifie dans toutes les disciplines. Donc finalement, les gens qui arrivent à faire plusieurs disciplines sont de moins en moins nombreux, quoi. Ouais, exactement. Ça me fait plaisir que tu fasses ce constat-là. Parce que, tu vois, il y a 10-15 ans en arrière, t'étais slalomeur, tu pouvais être performant en géant.
t'étais gentil si t'arrivais à être performant ou à peu près correct en slalom. Mais maintenant, c'est 2 disciplines à part entière. Ouais. Franchement, c'est zinzin. Les mecs qui arrivent à faire les deux, chapeau. Je m'entends bien avec Loïc Meillard et lui, je sais pas comment il fait pour faire ses saisons. Ouais. C'est un truc de malade. Hein. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est la fatigue qui est liée à tous les. Ah il bah fait ouais. toutes les courses, quoi. Ouais, il fait toutes les courses et puis il s'entraîne pas. Il fait la descente aussi, non? Si. Bah, des fois, il fait des entraînements descente. Quand c'est sur les mêmes étapes. C'est ça. En fait, il fait des entraînements descente pour préparer les Super G. Parce qu'il est hyper compétitif en Super G, quoi. Ouais. C'est un mec qui peut taper une médaille au JO ou au championnat du monde en Super G sur une piste technique. C'est le même profil qu'Alexis, en fait. Et Marco Schwartz. Et Marco Schwartz, c'est encore pire. Lui, il fait la descente. Lui, il est autrichien, donc tu vois, il y a la barrière de la langue, c'est un peu plus compliqué. Il parle pas anglais? Si, il parle anglais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois, tu as plus d'affinité avec certains que d'autres. Ouais. Et avec Loïc, on partage une passion commune. On en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, ça nous a rapprochés. Deuxième fermeture de porte. Excusez-nous. Technique. Prochaine fois, je demanderai ce qu'il verrouille. Génial, merci pour cette petite intro. Ah non, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as eu la chance de courir avec justement tes idoles en Coupe du Monde? Ouais. Ouais. J'ai même. On balance les anecdotes ou pas? Vas-y, carrément. Ah ouais, j'espère. J'espère que JB m'entendra. Moi, je viens d'un endroit où on fait quand même pas trop de ski normalement. Ouais, on en parle après ça. Ça s'est fait qu'un jour, je me suis entraîné en fait avec JB. Ok. Par le plus grand des hasards, il s'est retrouvé au même endroit que moi. J'ai demandé, j'ai poussé. Il était tout seul. Son entraîneur était super sympa. Lui, il était vraiment génial. Ils ont accepté qu'un petit jeune, il vienne s'entraîner avec. Et je me suis entraîné avec lui et j'étais. Petit jeune, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok. 16. Ouais. 17 ans. D'accord. Donc moi, j'étais comme un dingue. Je m'entraînais avec mon idole. Bah, tu te doutes bien que quand tu t'entraînes avec ton idole et que tu viens d'un petit massif comme le mien, bah, le jour où tu t'entraînes avec lui, tu donnes tout ce que t'as, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que je donnais tout ce que j'avais. Et puis JB, lui, il était dans une posture où il revenait d'une blessure. Et puis, bah, voilà, il se reconstruisait et tout. Et bah, il s'avère que j'étais plutôt vite. Et j'ai jamais vu les chronos, mais il semblerait qu'il y a peut-être une fois ou deux, j'étais devant lui. Et ça avait sans doute fait créer quelque chose. Et ça l'avait peut-être un peu agacé, ou j'en sais rien. Et mais moi, j'en avais pas conscience. Et il s'est avéré que 4 mois après, on s'est retrouvés ensemble sur une Coupe d'Europe. Énorme. Et là, lui, il a fait 2e ou 5e, un truc comme ça. Lui, c'était une reprise pour lui, tu vois. 2e ou 5e en Coupe d'Europe, il allait pas sauter au plafond. Moi, je trouvais ça dingos. Ouais. Moi, j'ai fini dernier à 13 secondes. 13 secondes. J'avais remonté une porte. Et je crois qu'à la fin, il avait glissé. C'est pas la même, là. Un truc comme ça. On parlait tout à l'heure de la densité. À 13 secondes, c'est pas mal. Voilà. Ouais, donc oui, j'ai skié avec une de mes idoles, après en Coupe du Monde aussi, mais ça c'est la plus grande anecdote que j'ai, et puis ça montre juste que le chemin d'un grand champion, un jour il peut se faire taper par un petit gosse, et puis le lendemain en fait, quand il faut remettre les pendules à l'heure le jour J, c'est ça la force des grands champions. Tu l'as peut-être piqué dans l'ego aussi. Je pense pas, il s'en foutait complètement de moi. Et moi j'étais content. Ouais, tu m'étonnes. Tout le monde autour de toi devait le savoir que t'avais titillé le grand JB. Non, j'avais pas du tout parlé de ça. Par contre, de m'entraîner avec lui, j'avais trouvé ça complètement dingue. Et après, il y a eu les suites de sa carrière et ma carrière, on s'est recroisés et tout. J'ai jamais été proche de JB, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré et puis que j'admirerai toujours. J'apprécie. Puis très classe aussi. Ah ouais, d'un classe. Écoute, JB, si t'entends ça, n'hésite pas à nous faire part. Et puis si tu veux venir aussi dans une télécabine. Dans la télécabine, n'hésite pas. Au Grand Beau en plus. Au Grand Beau, et oui. Ah oui, mais carrément, attends, j'ai une triplette à faire au Grand Beau. Tessa, Julien, JB, c'est parfait. Ouais. Et puis après, tu pourras bifurquer dans d'autres sports, il y en a plein d'autres au Grand Beau. T'es né en Alsace. Ouais. Et donc, tu viens d'un endroit où. Je sais pas, je dis ça en non-connaisseur. Balance. C'est un endroit où on skie pas normalement. Si. Alors, dans Strasbourg, c'est un peu compliqué de faire du ski. Donc, je viens pas exactement de Strasbourg. Je suis né à Strasbourg. J'ai habité dans 2 petits villages qui sont à 15 km de Strasbourg. Ouais. Mais voilà, très proche de l'agglomération de Strasbourg. Et le club le plus proche de chez moi, c'était un des clubs de Strasbourg. Parce qu'il y en a un paquet. Okay. Tout le monde doit se dire pourquoi il y a plein de clubs de ski à Strasbourg. C'est une longue histoire. Mais il y en a plein. Okay. Et tout simplement, en fait, moi, je viens d'un milieu dans le ski que peut-être tu connais. Je connais pas ton histoire et sans doute plein de gens connaissent. Mais moi, je viens plutôt du ski associatif. Le ski associatif, c'est concrètement soit les mercredis des neiges, on appelle ça. Voilà. Des clubs citadins qui permettent à des jeunes pas loin des villes de pouvoir partir à la journée, d'aller faire du ski dans le massif le plus proche. Ça existe aussi dans les Alpes, ça se fait à Annecy. Ouais, il y en a plusieurs. Si le Semnoz, il n'y a pas de neige, voilà, ils peuvent aller plus loin, j'en sais rien. Moi, Chambé, le TCAM de Chambé fait aussi ça, sans doute. Mais je viens de ce milieu-là. Et à côté de ça, un milieu que tu connais très bien, je crois,
J'ai un peu regardé Vas-y. ton histoire, mais Dis-moi. l'ESF, Ouais. t'as fait beaucoup de stages. Ah, moi, je fais que ça. Moi, je suis. Le club ESF, les Le stages club compètes. Ok. ben, Ah, en t'as fait, fait du je club viens de là. ESF. C'est vrai. Ouais. Donc, on peut être pro en faisant du temps du club ESF. Ouais. T'avais failli me le dire il y a 10 ans, moi, j'aurais donné un peu plus, quoi. Et c'est une histoire en fait que j'aimerais bien raconter un peu plus. Ouais. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Et en fait, l'ESF et les autres écoles de ski, mais l'ESF particulièrement, qui propose ça depuis des années avec des moniteurs qui sont aussi des anciens compétiteurs, sont capables de transmettre des choses incroyables. Tu vois, au-delà de la passion Ouais. du ski et de la montagne, ils peuvent te transmettre l'esprit de compétition. Ce que je pense que tu as récupéré. Ouais. C'est pas facile dans la famille, mais. Et donc, moi, j'ai fait un petit passage à l'ESF de D'accord. Samoin et Ok. de Val Thorens. Et j'ai fait les stages compétition pendant vacances de Noël, vacances de février, vacances de Pâques. Pendant des années. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit bon, déjà, je me suis fait corriger. J'ai fait le. Toi, tu fais le ski d'or, mais l'autre, Ouais. ça s'appelle comment pour les plus petits? Il y a le coq d'or. Il y a l'étoile d'or. L'étoile d'or. J'ai fait l'étoile d'or. Et puis un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit. Enfin, ils ont appelé mon père, Monsieur Favreau, ou je sais pas, l'ESF. C'est normal que Thibaut Favreau il soit inscrit dans un club FFS. Ouais, bah il va pas pouvoir faire Ah oui, ça c'est strict. pas le ski d'or, mais L'étoile d'or. L'étoile d'or. Et après, t'as le coq d'or pour les meilleurs. Ouais, j'ai fait le coq d'or aussi, et j'ai fait une grande chose au coq d'or. Je me suis fait disqualifier en géant Fort. en prenant la porte extérieure que j'ai jamais prise. Je sais pas, c'est Attends, de l'autre côté. de l'autre côté. Ah oui, c'est bon ça. J'ai pris la porte extérieure, mais j'ai quand même gagné. Ah ouais, pas mal. La coupe ESF, hein, la coupe Ouais, des nuls, ouais. Tu sais. Ah oui, la côte des partenaires. Voilà. Ouais, moi, c'est celle que je faisais tout le temps. Bah, cette année, c'est la première fois que je me qualifie au ski d'or au parallèle. Ah, ça m'a coûté un genou. Ah ouais. Chiant. Mais Mais il va comment? ouais, Je ça t'ai même va. pas demandé. Non, bah, t'inquiète, ça va très bien, ça va très bien. On est à 2 mois et demi. Quand le podcast sortira, on sera à 3 mois et demi. Donc, non, franchement, ça roule. Hein. Ok. Bah, j'ai failli me vautrer en sortant de ma voiture parce que ça glisse là. Je me suis dit, putain, je me revoyais au bloc. Et il gonfle pas trop là, ça va? Non. Ok. Après, il fait froid. Ça va. Ça compense. Non, mais à 2 mois et demi, ça va. Hein. Franchement, je fais de la rééduc à fond. Ok. Ça reprend forme. Il y a toujours un bon déficit entre jambe droite et jambe gauche. Ah, mais ça, tu vas le tenir longtemps, mon Ouais, coco. je Moi, crois je l'ai bien. toujours. Oh putain, ouais, t'as fait les croisés aussi? Ouais, j'ai fait Le 2-3. On m'a mis 2-3 bistouris dans le corps. Ouais. Ouais, purée. Voilà. Une fois? Une fois le genou, une fois la hanche, et j'ai le dos qui est. J'aimerais bien le faire opérer. Ah ouais? Ouais. Mais t'attends ou fin de carrière, genre? Non, ils veulent pas. Ils veulent pas attendre? Non, ils veulent pas m'opérer. Ah ok. Voilà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Le sport de niveau, ça fait mal au corps. Ah, j'imagine, ouais. Déjà qu'amateur, ça fait mal. Tu connais. Le sport, en fait, le sport tout Oui. court. Je dis sport de haut niveau, mais le sport, ça fait mal, quoi. Ou bah quand t'en fais beaucoup, quoi. Ouais. Quand t'en fais pas trop, ça fait du bien aussi. Mais ok, excellent. Bah écoute, le parcours ESF, je m'attendais pas à ça. Et c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que je me suis toujours dit, moi, je fais des stages parce que c'est kiffant et tout. Puis, ouais, tu veux que je te dise un secret? Vas-y, balance. Je suis parisien. Et ça fait, faut pas le dire, hein. Mais bon, tout le monde le sait maintenant. Mais non, mais en gros, je faisais essentiellement du coup les cours en vacances, comme toi. Ouais. Et puis, ce que je disais à Paco ce matin, c'est putain, moi dans le portillon, je stressais à mort parce que je me disais, si je rate cette flèche, la prochaine, elle est en février, alors qu'on était en décembre, tu vois. Je me dis, oh là là, c'est loin. J'avais la pression. Et puis, je me disais, mais en fait, j'ai la chance de skier 5 semaines par an quand même, donc c'est ouf, 5 à 6 semaines. Mais je vois pas comment tu peux atteindre un niveau pro comme ça. En fait, apparemment, c'est faisable. Ouais, après, ça demande aussi des à côté. Tu vois, j'étais Ouais. affilié à. Bah oui, au club associatif. À mon club, les skieurs de Strasbourg, et eux, en fait, des bénévoles. Alors, les bénévoles, c'est souvent des parents. C'est souvent des parents qui viennent donner la main ou simplement des passionnés qui ont passé leur diplôme de moniteur fédéral au sein de la Fédération française de ski. Donc, en fait, c'est 2 parcours complètement distincts, tu vois, entre moniteur de ski et moniteur fédéral. C'est 2 choses différentes. C'est pas à but de commercialiser Okay. un cours, c'est à but de simplement transmettre déjà dans un premier temps et d'initier les gens. Et après, tu as différents grades, MF1, MF2, MF entraîneur. Et ça, en fait, ça permet de faire vivre le ski au-delà du business, tu vois. Ok. Et ça, pour moi, c'est le point de départ. Ouais. C'est le point de départ de tout et c'est ce qui permet D'ouvrir la pratique un peu. au plus grand nombre. Et Quoi. ouais. Parce que je sais pas combien coûte et ce que ça demande de faire une année en club. Mais Très cher. On parle sans tabou, on y va? oh, bah oui, vas-y. C'est bien que les gens se rendent compte aussi. Hein. Bah ouais, carrément. Mais je pense qu'il y a des jeunes, on va prendre l'exemple d'un jeune qui a 10 ans,
on va dire que 10 ans, c'est une belle bascule entre je fais du ski pour me faire plaisir et je commence à faire de la compète et je rêve des plus grands, tu vois. Ça peut commencer avant, ça peut aller plus tard. Je pense que dans un club, il faut taper un bon 10 000 € déjà si t'es dans une station. Parce qu'il y a les skis, il y a le forfait. Plusieurs skis. Ouais, il y a plusieurs skis, il y a le forfait, il y a les tenues, il y a ainsi de suite. Et après, en fait, plus tu grimpes, plus c'est cher. Et puis il y en a, c'est stratosphérique. Il y en a, il y a des structures privées qui permettent de pouvoir s'entraîner à très haut niveau, tu vois, qui vont même jusqu'en Coupe du Monde. Et qui vont faire les grands événements, Jeux Olympiques, Championnats du Monde. On en fait souvent la promotion. Et bah, c'est des coûts qui sont stratosphériques, mais c'est normal parce qu'en fait, le ski, c'est quand même un sport qui coûte très cher. La montagne, c'est cher. Ouais. Donc, toi-même, tu sais quoi. Enfin, c'est pas donné. Mais ouais, ça coûte un bras. Ouais. À toi de te prendre le soleil dans les yeux. Ouais, non, c'est clair que ça. Je vais pas mettre mes belles lunettes de soleil. Ah, ouais, je peux même mettre le masque. Non, mais ça fait. C'est sûr, ça va vite. Puis quand tu as envie de t'amuser un peu, t'as vite une paire de slalom, t'as vite une paire de géant. Puis après, j'imagine que quand tu progresses encore, tu passes avec des paires encore plus grandes pour les disciplines de vitesse. Ouais, et puis après t'as la paire paire de deux paires. 2 paires par discipline. Une paire d'entraînement, une paire de course. Et après, t'as une paire pour la reco et une paire. Bah, ça, c'est plus à un autre niveau. Mais ouais, des fois, tu peux être énervé. On a déjà fait 8 paires par course. Purée. Ouais, non, mais c'est fou parce que tu vois, même à notre niveau, au ski d'or, il y a un mec. Je citerai pas son nom, mais je pense que mes potes reconnaîtront. Genre, vas-y, balance. En vrai, si, je sais son nom. Mais bref, seras content qu'on le cite. C'est un Anglais, tu vois. Du mal de lui, non, c'est un Anglais qui vient, tu vois. Il a son coach privé, je crois qu'il vient de Meribel. Il a son coach privé, il a une paire quand il est dans le tracé bleu, une paire quand il est dans le tracé rouge, et une paire pour la veille pour le slalom jaune. Ok. Et je suis en mode waouh. Tu vois, enfin, on joue pas. Ouais, c'est à la fois un peu triste, mais c'est la réalité aussi. Tu vas pas empêcher des gens qui ont peut-être des moyens de faire, je sais pas, d'aller jouer de la perf et d'avoir plusieurs paires de ski. C'est la réalité de la vie aussi. Certes, c'est pas cool. Des fois, ça peut être considéré comme une injustice, mais tu vas pas lui en vouloir à cette personne-là. Ah non, du tout. Mais des fois, ça sert à rien. On est d'accord. Ça, en fait. Non, mais c'est juste, je trouve pas ça injuste. Hein. Enfin, genre, moi, en fait, je sais, j'ai pas testé d'avoir plusieurs paires de skis sur une discipline, donc je sais pas dire si tel réglage serait plus vite ou pas. Mais ouais, moi, je suis avec une paire, tu vois, ça me suffit. Quoi. Mais non, mais je trouve ça marrant parce que c'est un week-end un peu déconne et juste on se tire la bourre et puis il y en a qui arrivent vraiment pour tout détruire. C'est de la compète, mais genre quand même tourner fort sur le plaisir. Ouais. Et voilà. Tu vas pas jouer ta vie au ski d'or, quoi. T'es là simplement pour partager avec d'autres la passion et te tirer un peu la bourre. Quoi. Ouais. Aux étoiles d'or encore je comprends, mais au ski d'or on est trop vieux, c'est bon. Faut arrêter, on peut pas aller plus loin. C'est à partir de quel âge le ski d'or? C'est pas genre bonne question, 14. Moi je suis dans les vétérans. Vétérans, abuse pas. T'es même pas master. Si, cette année je suis passé MA1. Ah putain, c'est pas mal. Ah ouais, ça a fait mal hein, quand j'ai eu MA1 de côté de mon dossard, j'étais en mode wow. ça a bien. Bienvenue au club. Moi aussi c'est marqué master. Ouais, mais combien? Je sais pas. Bon, pour recentrer un peu la chose, puisqu'on parlait de tes débuts en ski en Alsace, etc. Ouais. Et ouais, ma question d'après, c'était donc, c'est quand même possible de vivre du ski sans habiter en station. Et via le programme ESF, je suis quand même agréablement surpris de l'entendre, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir de savoir que j'aurais pu. Et j'espère que l'ESF l'entend surtout. Ouais. Histoire que peut-être un jour tu fasses un télécabine avec quelqu'un de l'ESF aussi. Moi j'adore l'ESF. Hein. En vrai, j'ai commencé à l'ESF jusqu'à l'étoile d'or. Après j'étais trop petit, ils voulaient pas me la donner, du coup je suis allé à l'ESI. Là ils me l'ont donné, après je suis revenu à l'ESF. Mais c'est bien, on parle de l'ESI, mais c'est aussi bien qu'il y ait une concurrence, voilà, il n'y a pas simplement un monopole. Je veux dire, on partage tous une passion, voilà. Il y a de la place pour tout le monde dans la montagne. Après, ouais, malheureusement, moi, dans ma station, les cours compètes, c'était... Enfin, malheureusement pas, mais c'était essentiellement ESF, il n'y avait pas avec l'ESI, donc du coup, j'ai rechangé de système. Mais ouais, non, franchement, c'est un kiff. Et puis, la chance que j'avais, c'est d'aller tout le temps dans la même station. J'imagine que tu faisais un peu aussi ça. Toujours au Grand-Beau, du coup. Ouais. Et du coup, tu retrouves les copains chaque année, même si t'habites pas ici, c'est cool. Et puis, en plus, carrément. En fait, tu retrouvais tout le temps les mêmes qui venaient aux mêmes périodes. Soit ils venaient aux vacances de février, soit aux vacances de Pâques. Et ouais. Bon, après, moi, j'ai plus du tout de contact avec ces gens-là. Ouais. J'ai le souvenir d'un gars qui s'appelle Yann, avec qui je m'entendais vachement bien, à Valto. Et voilà. Ouais, tu tisses des... En fait, tu partages une passion et tu t'ouvres au monde et aux gens, quoi. C'est ouais, cool. Franchement, c'est cool. Et puis, ce qui est sympa, c'est quand t'es parisien et que tu tapes du savoyard, ça fait... Je suis strasbourgeois et ma chérie, elle est parisienne. Ah, c'est bon. Paris Sud. Je suis en zone safe, là. Tout va bien. Mais du coup, en tant que parisien, t'étais pas dans un club à Paris? T'étais pas au Ski Racing Île-de-France, je sais pas comment ça s'appelle? Si, un truc comme ça, t'as raison. Mais non, je me suis jamais vraiment cherché
à faire ça. Puis en fait, j'ai pas mal bougé. J'ai habité Paris. Après, je suis descendu à Montélimar, la ville du Nougat. Puis après, j'ai habité en Angleterre. Bah, t'étais un peu plus proche des montagnes quand même. Ouais, non, là, c'est allé. On était à 2h30, donc on y allait un peu régulièrement. Mais j'étais toujours pas au club SF. Et puis après, on habitait en Angleterre, à Londres. Et là, c'était plus compliqué. Plus chiant. Plus chiant. Il fallait que je prenne l'avion avec Dave Riding, c'était galère. Et puis, Très bon mec d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Je suis revenu à Paris pour les études, puis je suis descendu là à Annecy récemment, et donc je fais ma première saison club SF, première saison à skier tous les week-ends. Grand kiff. J'ai porté un dossard rouge. Je me sentais. Le même que Paco? Ouais, le même. Ouais, celui que j'ai jamais eu. C'est pour bientôt, t'inquiète. Oh putain, merci. Ah, j'espère. C'est très cool. T'as gravi les échelons à l'ESF, puis au club, puis machin. T'es arrivé à la Coupe du Monde à quel âge? Ouais, on va passer toutes les étapes. On va aller direct en Coupe du Monde parce que sinon ton podcast il va durer. On dirait pas quand même. Enfin, si, on dirait bien. J'ai 31 ans donc j'en ai fait 2-3 années déjà. Ouais. Première Coupe du Monde 2016, Zolden. Ouverture de la Coupe du Monde. Ah, bien. T'as fait ça bien. T'as fait ça bien ou t'étais à 13 secondes? J'étais pas à 13 secondes. Un peu moins que la moitié de 13 secondes. Ah, oh là là. Mais j'en ai pris une bonne. Ah, ok. Je suis arrivé et j'ai compris ce que c'était de la glace. Ouais. Et un mur aussi. Ouais. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pente. Donc tu vois, ton point de vue il change avec les années. Ouais. Mais 2016, octobre 2016, Zolden. J'étais dans le bain. Bientôt 10 ans de Coupe du Monde. Ouais, bientôt 10 ans de Coupe du Monde. C'est beau. Ça se raide. Là, c'est raide aussi demain. Ouais, il y a un peu de pente. Ouais. Est-ce que la face de Bellewaerde de Val d'Isère est plus raide que la piste de Zolden? Ah, large. C'est la plus raide du circuit. Ah, c'est la plus raide de partout, je pense. Mais la plus raide de départ à la fin ou la Ouais. portion la plus pentue est la plus raide? Parce que t'as des belles cassures aussi, genre Adelboden, tout ça. Ouais, Adelboden, le secteur d'Adelboden, alors je vais parler que dans ma discipline, Oui. parce que je vais pas me permettre de parler de choses que je ne sais pas. Ouais. Dans ma discipline, la rupture d'Adelboden, c'est la pente la plus raide du circuit, c'est 58%. Alors on se dit 58, c'est pas énorme et tout. Bah allez, va aller dans faire la un vélo. cassure d'Adelboden, et puis ouais, va aller faire un vélo. et même Remco, ça lui ferait mal aux jambes, les 58. Mais, Le cycliste. Ouais. Non, l'autre, il... Ouais, le l'autre, 58%. Facile. C'est en 2 secondes. Facile. Ouais, c'est Red Val, mais ouais, c'est une piste à part entière. Et pour que les gens se rendent compte aussi, c'est tellement à part entière qu'en fait, il y a un règlement spécifique au traçage pour cette course-là. Ouais, je regardais tout à l'heure que le tracé qui est déjà tracé, on est le vendredi, veille de course. Ouais. Et ouais, c'est déjà en place. J'ai l'impression que ça tourne énormément. Alors, à ce qui paraît, il y a plutôt de la place. Ce soir, on verra un peu les distances sur le traçage et tout. Mais non, ça va. C'est les Suisses qui ont tracé en plus, donc il y aura pas mal de place, normalement. Ce qui trace pour Marco, et Marco, il aime bien quand ça gaze et qu'il y a de l'espace. Puisque c'est un mec qui est quand même plutôt pas mal en descente et en super G. Mais normalement, tu as un nombre de virages prédestinés en fonction de... préétabli en fonction de la pente, de la longueur. Et Val d'Isère, ils ont changé le règlement pour adapter le traçage parce que c'est tellement raide, c'est tellement raide tout du long qu'il fallait adapter. Ouais. Et pourtant, tu m'as envoyé une vidéo sur Instagram de la descente en 2009 et tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Ah non, mais ils sont malades. Yann Hudek, je crois que c'est ça. C'est Yann Hudek qui a gagné les championnats du monde en 2009. C'est zinzin. Déjà, franchement, j'invite tout le monde à aller une fois en bas de cette piste-là et de se dire, il y a des mecs qui sont passés en descente là-dedans. Ou la faire, juste. Essayer de la faire. Ouais, la faire. J'ai une petite anecdote encore là-dessus. Vas-y, Je vais lâche-toi. sur les anecdotes Ouais, perso, ouais, ça va. c'est bien. Oui, c'est ce qu'il faut. L'année dernière, en vacances de Pâques, je suis venu ici avec ma famille et ma belle famille partager un moment à la montagne qui sont quand même assez rares. Mon beau-père voulait faire la phase de Bellewaerde. C'est un grand fan de ski. Ok. Je dis bon ok, on va faire la phase de Bellewaerde aujourd'hui. On y va, on l'a faite. Et ça s'est bien passé. Il y avait mon neveu aussi, mon neveu qui a 10 ans, qui habite toujours en Alsace et que voilà, il a surmonté ça quand même. Ouais, c'est fort. Ma soeur, mon beau-frère, ma mère, mon père, tout le monde. Et ma chérie. On reprend cette même cabine, on va de l'autre côté de Val d'Isère. Tout le monde dit ouais, on a fait la phase de Bellewaerde, on fait une piste, il se pète le genou. Non. Sur celle-là, là, qui est en dessous du Solèze. Au-dessus de Solèze, il y a un secteur un peu plus plat. Et il s'est fait un peu avoir dans des boulettes, une trace de ratraque. Et il s'est pété le genou. Putain, à l'enfer. Du coup, on est allé au centre de secours là, on les remercie bien, ils sont bien occupés de lui. Et, puis, et là, il vient dimanche. Ah, Il vient prendre sa revanche, Ouais. mais à pied. Ouais, il a raison, c'est plus safe. Bah là, va aller descendre, le commandé mortel avec des skis de lock là-dessus, là. Ouais. C'est pas un cadeau. Ça tient pas, là. Mais tu sais, même avec des skis de course, des fois, c'est pas un cadeau. Je sais pas si on parlera plus tard du matos ou pas, mais genre c'est des rasoirs qu'il faut là pour tenir. Ah, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se dire ça, mais non. Ah ouais? De moins en moins.
Ok. Moins en moins de rasoirs. Parce que il y a des tendances, comme dans tout, tu vois, c'est des modes. En ce moment, dans la discipline du géant, on est dans la mode de faire des tracés avec un peu plus de place, moins de virages, plus de vitesse. Parce que, bah voilà, en fait, ceux qui dominent le géant en ce moment, c'est plutôt les Suisses. Ils aiment bien tracer comme ça. Ils sont leaders, tu vois, ils ont plus de spots pour pouvoir tracer. Les entraîneurs suisses tracent plus souvent. Et du coup, ça donne une tendance globale. Et c'est pareil sur la préparation de la piste. Il y a 5 ans en arrière, on mettait de la glace comme jamais, tu te voyais à travers. Et puis là, on est plutôt sur des neiges accrochantes, plus faciles à skier. Donc maintenant, on a quand même un peu moins de carcans. Et ouais, en parlant de type de neige, là, tu reviens tout juste des États-Unis. Ouais. C'est rien à voir. Rien à voir. C'est un autre monde. Et t'as eu le temps de reskier, là? Ouais, j'ai skié à Courchevel. 2 jours d'entraînement, mais c'était vraiment pour se remettre du décalage horaire, de refaire un peu de géant, se remettre un peu de gaz. Bon, la neige, ouais, l'adaptation, c'est complètement différent. On se réadapte un petit coup ici, mais ouais, samedi, ça va être quelque chose. Pour recentrer un peu. On part en tous les sens, mais c'est bien. Moi, j'adore. C'est moi qui parle. Non, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut. J'adore toutes les anecdotes, c'est top. Et qu'est-ce que ça fait de vivre de ton rêve d'enfant? Est-ce que c'était ton rêve d'enfance déjà? Non. Non? Qu'est-ce que tu voulais faire quand C'était pas mon rêve d'enfant. J'avais pas de rêve quand j'étais gosse. Ok. Je trouvais ça juste cool en fait de faire du ski, de partager des moments, tu vois, à la montagne avec des. C'était pas tes potes, mais en fait c'était tes collègues de kiff quoi. Et je trouvais ça génial. Et après, bah j'ai avancé un petit peu, j'ai progressé, j'ai pris goût à la compète. Et puis en fait, je sais pas si ça m'a. Je me suis jamais dit je vais aller en Coupe du Monde, je veux gagner, je sais pas. Moi, j'ai jamais gagné de toute façon, donc Ça va venir. c'est réglé. Mais non, en fait, je kiffais juste et j'aimais ça. Et puis après, j'ai kiffé la compète et puis j'aimais bien me dépasser et puis essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant. Et voilà. Donc c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est Et bien, après, c'est bienvenu. c'est aussi venu grâce à mes parents parce qu'ils voyaient que Ça marchait. que j'étais épanoui dans ce que je faisais. Ils kiffaient ça. Et je pense qu'ils se disaient aussi que c'était une façon de m'éduquer. Le sport, c'est une belle éducation et une belle école de la vie. Et du coup, bah voilà, c'est allé là-dedans. Et puis, ils ont fait l'effort jusqu'à un moment. Et puis, un moment s'est passé. On m'a dit, bah, tu peux aller au Pôle France de ski alpin à Albertville, rentrer dans le moule. Je suis rentré dans le moule comme les autres. Je me suis retrouvé avec tous les autres de mon âge qui étaient les meilleurs Français. Et puis, 2 ans après, on m'a dit, bon, bah, allez, viens avec nous avec la tenue bleu, blanc, rouge. Et voilà. Et t'étais le seul un peu à avoir ce parcours un peu atypique ou... Il y a d'autres athlètes qui ont eu un parcours atypique, mais je suis le seul licencié en Alsace en équipe de France, Ah ouais. en ski alpin. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a peut-être des fondeurs. Ouais, je connais pas le rattachement des différents athlètes. Il y a des athlètes qui sont originaires des Vosges et d'Alsace, mais qui sont plus licenciés, je pense. Mais je sais pas, je veux pas avancer là-dessus, mais en ski alpin, ouais. Je sais que dans les classements ESF, là, tu sais, quand tu vas sur esf.net, Ouais. tu regardes ton nom, il y a les classements et tout. Moi, je crois que mon frère, il a été délocalisé en Angleterre. Et du coup, je crois qu'il est genre 2e en Angleterre, un truc comme ça. C'est l'ancien ESF. Alors, moi, je suis dans la Drôme, donc du coup, il y a un peu plus de compète. Mais bon, c'est marrant. Donc toi, t'es premier d'Alsace. C'est vrai. Ouais, je sais pas si c'est bien, mais si c'est une fierté, mais si c'est une fierté. En vrai, c'est une. Bah oui, venir d'un fierté. endroit qui baigne peut-être pas dans le ski. Ouais, C'est ça va impressionnant. les yeux. C'est nickel. Non, ouais, il y a une part de fierté parce que je suis un peu chauvin et j'adore ma région. Ouais, à la fin, t'y penses pas, quoi. T'es là en ton nom dans un premier temps et t'essaies de donner le meilleur de toi. Et puis après, si ça peut rayonner aussi dans ta région, Bien sûr. auprès de ton club, bah c'est cool, quoi. Justement, ta région natale, tu l'as quittée. Ouais. Et t'es venu t'installer en Haute-Savoie. Ouais, j'ai fait une escale. Enfin, j'habite pas encore en Haute-Savoie. Ah bon? Ma chérie habite en Haute-Savoie. J'habite chez tu squattes. elle. Très prochainement, Ok. on habite ensemble à Annecy. Alors Et alors, cash ou pas cash? Ouais, vas-y, cache. Hein. Ouah, ça fait mal au dos. Annecy, ils savent ce qu'ils veulent, hein, quand même. Sur quoi? Bah, Annecy, c'est une très belle ville, mais voilà, le contexte économique à Annecy, il est complexe. Hein, voilà, Ouais, je partage cette avis. voilà. Non, c'est... C'est un autre sujet, mais voilà. Mais ouais, en fait, j'ai d'abord habité à Albertville parce que c'est le plus simple pour moi et j'y habiterai toujours. J'aurai toujours un pied à terre là-bas. On a notre centre d'entraînement. J'avais le lycée d'été où j'ai fait une partie de mon lycée là-bas. Et donc, après, c'était le plus simple, quoi. Je suis resté là-bas pour tous les déplacements et tout. C'est quand même mieux. Et puis Et vous avez maintenant- le centre aussi pour vos entraînements l'été. Voilà. Tout ça, quoi. T'es déjà venu voir ou pas? Non. Ok. Enfin, je suis passé devant, mais... Ouais, bah, bon, devant, c'est de la tôle, donc Ouais. c'est pas très intéressant. Mais dedans, je t'invite un Devant, jour, c'est de la fonte. avec plaisir, de venir nous voir sur des séances et tout. Ah ouais, écoute, quand j'aurai une deuxième jambe, avec plaisir.
Ouais, et en tant que bon Annétien, t'as craqué pour un petit berger australien. Ouais, j'ai craqué pour un berger australien, mais c'est le chien de ma chérie. Ah, Je suis amoureux de ce chien, je l'aime beaucoup. C'est marrant, c'est une étape dans la vie, c'est cool. Je pensais pas que j'allais être gaga d'un chien un jour, mais c'est un peu le cas. Écoute, on vit des belles heures, j'espère que ça continuera. c'est bien. Il a pas trop d'énergie. Si, il a beaucoup d'énergie, par contre, c'est ma chérie qui s'en occupe beaucoup. Voilà. Mais j'imagine. Je tire mon chapeau parce que franchement, elle a vraiment du mérite, c'est incroyable, ça demande beaucoup. Ah, c'est vrai qu'en tout seul, nous on est deux. Franchement, on a adopté un petit berger australien aussi qui s'appelle Remco. On est deux, c'est la guerre aussi. Hein. C'est la copie conforme de Bah Kuma. ouais, avec une trace blanche là. Ouais. Mais il est plus BG. Qui Remco. Ça dépend. C'est Ça vrai. dépend. Faudra Est-ce faire un sondage. est-ce que toi, t'es vraiment fan de ton chien? Ouais, bah je sais pas, ça fait qu'un mois que je l'ai, donc tu vois, j'ai pas encore eu trop le temps de le kiffer. Il a fait quand même beaucoup de conneries, donc tu vois, il perd des points aussi. Est-ce que t'as déjà passé t'as passé le cap du fond d'écran? On a regardé nos fonds d'écran. Ah bah ça, c'était le premier jour. Ok, premier jour, pas mal. D'un élément. Genre un élément pour lui. Tu lui as acheté des trucs. Ouais. Ok. Est-ce que t'as fait quelque chose à son image? Genre un doudou de lui pour moi? Ouais. Non. Non. T'as ça toi? Ouais. Tu te balades en camion avec ton doudou? Non. J'ai un autocollant de mon chien sur mon Ah, téléphone. putain, énorme. Vas-y, montre-le. C'est un autocollant. C'est Kuma. Excellent. Ah, ça, j'ai tellement de pubs de ça, genre faites vos pulls, des pulls ou des chaussettes ou des autocollants. À partir de ce moment-là, tu commences à être gaga vraiment. Ouais, là c'est fort. Là, tu. Ouais, ça c'était au bout de combien de mois? 7 mois. Ah ouais, c'est bon, j'ai le temps. Ouais, c'est bon. Mais j'en ai un pour toi. Je t'en ai ramené un sien. Non, de Kuma? Ouais, de Kuma. Regarde, il est même là. Mais non, c'est excellent. Sur le casque et tout. Sublime. Il te porte chance ou pas? Bah pour l'instant, je l'ai mis il y a 3 jours, donc on verra. Mais tu vois, t'as un canard là. J'ai un canard. C'est pour la danse des canards. Non, c'est pour autre chose. J'ai des poussins aussi. J'ai des canaris sur le haut du casque Ouais. et un petit canard ici. Pas moins vite qu'à fond. C'est une devise ça? Ouais, c'est une devise, ouais. Elle me suit depuis la première peinture de mon casque. Je suis venu avec mon casque parce que c'est souvent compliqué, les gens ne te reconnaissent pas. Ouais. Bah déjà parce que je suis personne. Bah, Quand tu croises, je sais pas, ou Marcel Hirscher ou Ted Ligeti, Clem, Peintu, tu croises des grandes stars, t'arrives à les reconnaître parce qu'ils font des pubs et tout. Mais moi, je fais pas ça, donc... Tu fais pas de pub TCL toi? Non. TCL, partenaire des Jeux Olympiques. Ouais. Ça va venir, ça va venir. Et de Clément Noël aussi. Et oui, et de Martin Fourcade, j'ai vu. Et non, mais en fait, c'est un moyen que les gens en fait, ils nous reconnaissent avec notre casque. Oui, parce que tu l'as. Enfin, quand Tu tu l'as regardes tout le la temps. course, tu l'as sur la tête. Voilà. Ouais. Et donc moi j'ai mon identité, ce bleu qui me suit depuis la première peinture de mon casque et que j'ai fait un peu varier avec des œuvres et tout, avec des gens que j'aime bien, avec 2-3 rappels et puis à mon deuxième sponsor qui s'intègre avec son identité graphique, exactement. Ok. Son jaune et voilà. Ah, mais il est plein de détails ce casque. Ouais, il y a plein de choses, c'est toute une histoire. Première chose, bah mon équipementier. Ouais. Le casque, voilà, qui est français, qui me suit depuis 4 ou 5 ans maintenant. Ouais. Très sympa les gens là-bas. Pardon ? Ils sont très sympas les gens là-bas. Ouais, super, c'est un peu une histoire de famille. Et puis il y a aussi une histoire un peu avec l'Alsace, derrière tout ça. Donc c'est cool, il y a des petits liens. Au-delà d'un partenariat avec du matériel, il y a une histoire derrière et ça c'est cool. Mon partenaire depuis 4 saisons, Simalp, dont je suis très fier d'avoir comme partenaire et je suis aussi super content parce que c'est une super équipe et puis il y a plein d'autres athlètes aussi avec qui on partage des choses. Ouais. Et mon deuxième partenaire depuis cette année qui est Sidas, qui est tout simplement, si tu veux être bien dans tes chaussures, il faut les appeler. Voilà. Ah, c'est du boot fitting? C'est le boot fitting. Oh purée, il m'en faut. Parce que tu sais, moi j'ai genre un 6ème orteil qui pousse là. Ah bah voilà. Horrible. C'est le boot fitting, c'est les semelles, ils sont aussi présents dans le milieu, je sais pas si on peut dire médical, mais tu vois, tout ce qui est podologie, confort dans la chaussure, performance. Et donc en fait, c'est génial quoi. C'est un partenaire au top, je suis super content. Il y a un peu d'aide sur le matériel aussi. Tu vois, j'utilise leur matériel, mes protections de chaussures, tout con, mes semelles dans les chaussures. Puis après, il y a toute mon histoire. Il y a la ville de Strasbourg qui est tout autour là, avec les monuments. Excellent. Mon petit dicton derrière, pas moins vite qu'à fond. Ouais. Un petit hommage à David Poisson qui nous a Bien quittés sûr. il y a quand même presque 7 ou 8 ans, je crois. Ouais, 8 ans, je crois. Voilà. Notre sport est très dangereux et voilà, c'est quelqu'un que j'avais croisé. C'est un petit hommage à lui, un petit hommage à Kuma. Et le petit canard, c'est un hommage à ma grand-mère. Voilà. Ok. C'est ça l'histoire. Voilà, j'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans D'accord. et elle faisait une collection de canards et maintenant j'introduis toujours des canards. Voilà, c'est un canard grand-mère là. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il est habillé et tout. Comme une grand-mère. Excellent. Et puis au-dessus, une œuvre d'un artiste qui rejoint ma deuxième passion qui est la gastronomie. C'est
un chef de cuisine en fait qui aime beaucoup peindre, qui s'appelle Germain, qui était chef dans un restaurant au bord du lac d'Annecy. À ta loi. Non. Lui aussi, c'est mon pote. Mon Lolo. Juste un peu au-dessus, plus proche d'Annecy, très très proche d'Annecy. Ah, à Verrier. Voilà. Ah oui. Voilà, Ouais, une ça belle doit- maison au bord Ouais, du lac. C'est sympa là. Voilà. On le cite ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ok. Bah, c'est chez Johan Comte. Voilà, il travaille plus là-bas maintenant, mais bref, il a travaillé là-bas. Et il fait des œuvres. Il m'a offert cette œuvre. Elle est chez ma chérie dans le couloir et elle sera chez nous. Et je l'adore. Et il y a les petits poussins pour rappeler le truc avec ma grand-mère et tout. Et donc, Trop bien. elle est allée sur mon casque cette année. Magnifique. Voilà. Et c'est du scotch, ça? Ouais, ça c'est des protections. En fait, c'est pas très joli. Là, on les voit bien. Vous allez voir, ça brille bien. Je sais pas si vous les voyez. T'es chaud, hein. Ça brille, c'est moche et tout, mais en fait, c'est ce qui protège la peinture de mon casque contre les impacts. Et quand on fait des photos, quand on est sur une course, on le voit pas. Parce que, tu passes Ça va assez vite pour pas Ouais. que ça se voit. Mais ça protège mon casque, ça permet aussi que mes sponsors ils sont toujours bien présents et que la peinture elle bouge pas et que voilà, ça évite de faire 10 casques dans l'année. Ouais. C'est une peinture custom, ça, du coup. Ouais, ça c'est custom, c'est en Suisse quelqu'un qui est exceptionnel, qui s'appelle Dédé André, et donc la boîte s'appelle Marty Design. C'est aussi une histoire de famille, ils peignent 70% voire 80% des cases de Coupe du Monde et ils font un travail qui est génial et je suis passé les voir, je les aime beaucoup, je suis très content. Ouais, le rendu est cool. Puis surtout, Ouais. il est un peu... il est singulier, quoi. Le jaune et bleu, il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Il y a un jaune complet aussi, mais moi j'ai voulu garder mon identité du bleu. Et voilà. Mais c'est un peu notre histoire. C'est un peu comme les pilotes de Formule 1, Bah ouais. c'est un peu notre histoire. Et puis, ouais, ça met un peu. C'est un peu le seul endroit où tu peux l'exprimer, quoi. Parce Ouais, que voilà. t'as la combi... Ouais, c'est un peu Combi. plus personnel. Voilà. Bah, franchement, il est très réussi, très stylé. C'est bien que tu l'as porté, j'aime bien. C'est cool ces petites anecdotes. Et il y a un prochain, il y a une V2 ou pas? Sans doute un autre, toujours un bleu jaune avec une autre œuvre, peut-être une autre œuvre de Germain. Peut-être autre chose, voilà, et ça va différer un petit peu, mais l'identité visuelle principale du bleu et du jaune restera toujours là. Un gros Kuma. Il est déjà pas mal derrière, faut l'assumer quand même. C'est vrai. Bah. je suis fan de mon chien. Ouais, bah, c'est normal. Sur la face de Belvard, ça fait un peu bizarre quand même. Ça fait pas assez guerrier, tu trouves? Bah écoute, on va faire cette dernière partie, petit aléa du direct. Plus de piles dans l'enregistreur. Il va falloir que j'aille acheter des piles pour finir le week-end. Mais on va continuer avec d'autres micros qui fonctionnent tout aussi bien. J'ai envie qu'on parle un peu de la vie enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un skieur le jour J. Beaucoup de choses. Ouais. Et du stress, hein. Déjà tout le monde est stressé. Hein. Je pense que l'athlète qui dit oh non, moi je stresse pas, c'est un menteur. Ça n'existe pas. En fait, on est là pour jouer notre carrière. On joue aussi notre vie des fois sur la piste. Alors moi, dans ma discipline, pas trop, mais dans d'autres, oui, c'est le cas. Donc oui, tu as toujours une part de stress. Après, il y a de l'enjeu aussi, qui peut amener le stress. Il peut y avoir de la peur aussi, des fois, du questionnement, du doute, de la confiance en soi, de l'excitation. En fait, c'est un peu comme si tu avais un gros bocal avec plein de billes dedans et toutes tes émotions et que tu faisais comme ça au départ. Ouais. C'est laquelle qui sort en premier. T'ouvres le portillon, hop là. Aujourd'hui, c'est je me chie dessus. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment peur. Ou aujourd'hui, je suis méga confiant. Des fois, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Des fois, t'as les émotions qui prennent le dessus et puis c'est compliqué. Et d'autres fois, t'arrives à rester centré sur toi et à faire ton meilleur ski, quoi, tout simplement. Donc t'as pas une émotion qui prime enfin à chaque fois c'est différent. Il y a une émotion qui doit être toujours persistante et qui doit toujours être là, c'est la joie. Si t'es pas joyeux d'être là, c'est quand même bête déjà. Parce que ça veut dire que t'es là et que tu sais pas trop pourquoi t'es là. Et c'est quand même génial de vivre de sa passion et d'être à l'extérieur, de pouvoir pratiquer un sport et puis de le faire à haut niveau. Combien tième fermeture de porte? Ouais, je sais pas, j'ai pas compté mais on continue. Ouais, j'imagine que les émotions varient vachement, puis ça varie aussi en fonction de ton histoire sur chaque piste. Ouais, aussi, ouais. Enfin, je sais pas quel est ton historique sur la face de Belvard, est-ce que... Pas glorieux. Et du coup, comment tu te sens quand tu sais que t'as, entre guillemets, jamais réussi à faire ce que tu voulais produire? Ça dépend des années. Tu vois, cette année, je sais que c'est une piste qui me correspond pas trop et en fait, de l'admettre, c'est déjà faire un pas en avant pour l'accepter et dire ok,
Ça, c'est acté. Je sais que c'est une piste qui est difficile, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de faire quelque chose de bien. Ouais. Et d'en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose, et c'est ce qui me permet de surmonter un peu ces émotions qui, des fois, te brident, quoi. Ouais, j'imagine. Faut pas se voiler la face et faut pas se mentir à soi-même, dire mais non, ça va aller. Ouais, ça va être compliqué, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est compliqué pour tous les athlètes qui sont au départ. Et je vais simplement donner le meilleur de moi, je vais rester focus sur ce que je dois faire et rien d'autre, et puis c'est le résultat qui parlera à l'arrivée, quoi, et pas avant. Quand t'es en haut au départ, Ouais. quand c'est pas encore à toi, est-ce que t'aimes regarder ce qui se passe avant ? Ouais. Ça tu le fais ou est-ce Ouais, que je c'est... le fais. En fait, on a toujours la télé au départ. Et c'est toujours intéressant de regarder un peu ce que les autres y font. Après, ça dépend combien tu pars et tout. Des fois, tu pars, t'as pas le temps de regarder. Et les ouvreurs, tu les regardes pas toujours. Ouais. Tu peux prendre des infos, t'as des retours d'infos, voilà, des fois sur des ouvreurs. Mais ouais, toujours jeter un petit coup d'œil. Moi, j'aime bien regarder toujours Marco. Voilà. Puis après, en deuxième manche aussi, de temps en temps, ça arrive d'aller jeter un petit coup d'œil à la télé, de se dire ça. Mais je reste pas trop longtemps devant parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Et donc voilà, je jette un petit coup d'œil, je regarde les 2-3 points stratégiques et puis voilà. Ouais, c'est ça, genre t'as repéré tes trucs à la reco et du coup tu te dis là il faut que je vois comment il passe, quelle ligne il prend, etc. Enfin, voir les différents trucs qui fonctionnent ou pas. Si t'attends de regarder à la télé pour faire la reconnaissance, t'es un peu en retard. Oui, je doute. Mais si jamais t'as repéré des points négatifs, enfin, des points techniques dans le tracé, et tu te dis, Ouais, voilà, typiquement il y a une banane, tu vois, à la fin, hein, à exactement. 5 portes de l'arrivée, il faut savoir comment elle sera skiée. Voilà, c'est exactement ça. En gros, t'as un peu fait ta checklist en te disant il y a d'abord ça, 5-6 étapes, j'en sais rien, ce que tu veux. Et puis tu te dis je regarde, elle passe comme ça. Puis en fait, en face de ta checklist, t'as mis simplement comment ça passe, des informations supplémentaires, et ça permet de densifier l'ensemble des infos et de synthétiser avant de partir, quoi. Ouais. Et parfois, malheureusement t'as pris toutes les infos, mais Ça se passe pas comme voulu. ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent. Et ouais, sinon tout le monde gagnerait, quoi. Ouais, exact, ouais. Il y avait une phrase qui m'avait marqué de Victor, je sais plus quand est-ce que je l'avais entendu, de Victor Mufajandé, qui disait on est un des seuls sports où on court dans quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué. Ouais, exactement. T'es jamais passé dans le tracé et tu dois y aller. Ouais, alors t'es passé quand même en dérapage. Ouais, mais ça a un peu rien à voir. T'es passé, en slalom, tu passes 30 à 40 km/h moins vite. En géant, 70 à 80 km/h moins vite. Et en descente et en super G, je t'en parle même pas. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est important en fait de pouvoir simplement analyser le terrain, le traçage, la visibilité, voilà, tous les facteurs qui comptent. Et ouais, on est un des seuls sports à faire ça. Le sport auto, ils ont les qualifs quand même. Ouais. Ah, ils ont les qualifs. Ouais. Moi, je te laisserai chercher, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est, en fait, le ski, ça demande beaucoup d'adaptation sur l'instant T, quoi. Ouais. Et tu fais combien de recos ? T'as le droit à un passage ou c'est un temps et tu fais autant que tu veux ? Non, t'as que le droit de passer une seule fois. Ah oui. En reco. Et il y a des règles de timing, c'est-à-dire t'as une heure d'entrée, une heure de sortie. Et de chrono différé entre les 30 premiers et du 31 au dernier. Ouais. Et ensuite, il y a une règle, tu dois toujours déraper. Et t'as le droit de faire 3 virages sur la piste. Il faut les choisir. Moi, tu peux faire 3 virages où tu veux, mais pas dans la ligne du tracé. Hein. Ah, sur la tu piste. changes de côté 3 fois. Non, tu peux changer de côté autant que fois tu veux. Mais Okay. si tu veux faire 3 courbes taillées, t'as le droit. Ah, ok. Voilà. Non. Mais pas dans le tracé. Ouais. À côté, juste pour essayer la neige et voir comment tes skis réagissent dans la neige. Donc on a des skis de reconnaissance qui sont préparés comme les skis de course et avec souvent les mêmes réglages. Ou même il y en a des fois ils font des choix, ils font un virage. Changement. Ils changent de ski, ils refont un virage. Ah ouais. Ah, Marcel Hirscher, c'était le spécialiste pour faire ça. Tu prends de l'élan, tu tailles ta course. Ouais. Ah, pas top celle-là. Moi, je prends une une autre. Excellent. Encore, j'ai une petite anecdote sur Body Miller là-dessus. Body Miller avait fait des tests en géant dans un dôme. Ok. Et alors je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il disait ouais, pour tester, il y a besoin de 2 virages, un pied droit, un pied gauche, et puis c'est bon, quoi. Mais non. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est rien que pour le mythe, c'est génial. Moi, il y a un endroit sur Terre dans lequel je me chie dessus à chaque fois, c'est vraiment le portillon de départ. Je sais pas comment tu te sens, toi, t'es tout seul, il y a une piste devant toi qui est vide, t'as un mec à côté qui te dit quand tu veux. Bon, déjà, le quand tu veux, il est horrible. Mais le bip bip, je pense que je préfère un peu. Je sais pas ce qui est le mieux, mais... Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'en fait, nous, c'est hyper ritualisé. C'est-à-dire que le mec qui est au départ, c'est souvent le même. Ah ouais, sur toutes les étapes ?
Ouais, assez souvent c'est la même équipe en fait. Il y a une équipe de chronométreurs qui est là et c'est souvent les mêmes. On les regarde jamais. En vrai, je regarde pas le mec qui est au départ. J'y vais ou Ça pas? va. J'y vais pas. Tu sais, comme dans les bronzés, putain, je vais l'épiner. Ils n'ont jamais gagné un général. La semaine dernière, j'ai fait je sais plus combien sur ce tracé. Non, tu t'as pas la discuter avec le mec au portillon. Mais par contre, en fait, le fait d'avoir toujours le même élément, tu vois, c'est tout bête, mais t'es toujours dans une cabane avec le même sponsor, le même visuel. Certes, le tracé change après. L'horloge, c'est toujours la même. Ah, ça t'apaise un petit peu quand même des fois. Et puis après, tu t'incrustes en fait dans ce décor-là. C'est-à-dire que t'as ton rituel, un timing. Moi, je sais exactement quand je dois passer les bâtons de l'autre côté. Je sais quand j'ai un discours interne, quand je reçois les dernières infos, tu vois, tout est chronométré, quoi. Ouais, et puis ça devient une habitude en fait. Ouais, ça devient ton bureau. Et en fait, après, tu arrives à créer pas des mécanismes, mais des réflexes qui fait que tu te sens plus à l'aise dans ce milieu-là, et après, tu trouves des ancrages, tu travailles dessus mentalement, et puis voilà, tu construis. On en parlait tout à l'heure, là, sur les flèches que tu fais aux vacances, là, c'est les pétoches, parce que c'est comme les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans, tu vois. mais là, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire plusieurs départs, et ça relâche. Enfin, c'est vrai que quand ça devient un rituel... Tu sens quand même la différence au fur et à mesure des enchaînements. Ah ouais. Là, j'arrivais en fin de saison, j'étais content d'être dans le portillon, ça m'excitait, quoi. T'étais le king du départ, t'es arrivé, t'étais comme ça. Les pecs et tout. C'est toi qui fermais la baguette et tu disais non, dis rien, j'y vais quand je veux. Le quand tu veux, il est horrible, vraiment, c'est une phrase, elle m'a marqué à vie, quand tu veux. Ouais, la pression. Le mieux, c'est quand même quand les gens autour, ils discutent au départ. Un jour, j'ai un ami, je citerai pas où c'est arrivé, mais ça m'a marqué. Il m'a dit, j'étais au départ, et j'allais partir, et le mec à côté, il a dit « Oh punaise, ça tombe comme des mouches aujourd'hui !» Ah mais oui, mais ça c'est l'ambiance ESF, ça. Ça tape la discute. Ça, c'était en Coupe du Monde, par contre. Non. Ouais. Donc, quand il a raconté ça, j'ai dit « Ouais, mais c'est zinzin. C'est fou. » Et en fait... Parce qu'il y a un silence de cathédrale, normalement. Ah ouais. Franchement, il y a un endroit au monde où j'aimerais que les gens ils viennent avec nous, c'est au départ. Ouais. Et être dans ton corps au départ, exactement ce que tu dis, c'est déjà super cool, et c'est ça qui est trop cool le sport, c'est qu'à n'importe quel niveau, tu peux ressentir ça. Des sensations sur les skis, dans un virage, mais là aussi, dans un portillon de départ. Ce que tu ressens, moi je l'ai déjà ressenti, quoi. C'est ressenti, et c'est ça qui est ouf dans le sport, quoi. Et puis là... C'est le moment, tu te jettes, et là il y a les coachs qui gueulent une dernière fois un grand coup, tu les entends ou pas? Ah ouais. Moi, mon technicien, je lui tape dans les mains, je lui dis, en fait, j'ai quelque chose à lui dire, et je lui dis toujours, tu me mets du 11, ça veut dire tu me mets du son, tu cries tout ce que t'as, quoi. Et ils disent quoi? Parce qu'on comprend rien. Et gueule. Alors il se passe qu'il n'y a pas de mot qui sort. Le mec, au départ, il dit, enculé. C'est vrai? Bip. Non, je rigole. Ça serait trop bon, ça. Mais tu vois, rien que d'en parler, c'est excitant, là. Je m'y vois déjà demain. Et des fois, en fait, ce qui est dur à gérer, c'est tout l'à côté. Et tu sais qu'à ce moment-là, c'est un moment qui est difficile, mais comme tu ouvres le portillon, derrière, c'est ouf. Allez, c'est banzai, quoi, t'y vas. Ça y est, tu libères tout, il y a tout qui sort. Tu te mets direct dedans à la première porte, genre? Ouais, déjà avant, quand tu pousses, t'es déjà dedans. Je sais pas, quand il y a la pression, le temps que le ski se mette en place, quoi. Je t'avoue que t'as pas trop le temps de penser à ça. Tu te dis pas, je fais 2-3 virages pour voir comment ça va donner. Cool. On sait jamais, peut-être que au 3ème, ça ira mieux. Non, faut y aller. Ouais. Plein faire. Justement, j'avais marqué, typiquement, c'est quoi les derniers mots de ton coach? Bon, avant cela. Avant le... C'est quoi avant? C'est des consignes sur la piste, tu vois, 4-5 mecs avant de partir, t'as souvent un retour avec soit tes collègues qui sont passés, on essaie d'échanger pas mal, on fait des vocaux dès qu'on arrive en bas pour faire remonter des infos, on essaie de partager au maximum. Et après aussi l'œil du coach au bord de la piste qui fait remonter des informations. Et puis après, moi je suis le spécialiste pour ça, je suis quand même assez tendu au départ, et je suis sans filtre au départ, moi. Je dis. On va être un bip encore, ça m'est déjà arrivé de dire putain là je me chie dessus, j'ai trop peur. Je le dis quoi, j'ai pas envie de mentir. Il y aura pas de bip, je te le dis. Je me suis pas chié dessus. La combi est blanche en plus, c'est chaud. Premier. Mais ouais, ça dépote, hein. Les émotions elles sont là, elles sont au rendez-vous, et puis c'est complexe, mais la sensation que j'ai quand moi je suis au départ, c'est que j'ai l'impression d'être à poil devant les gens. En même temps, t'es en combi, il fait froid. Hein. Oui, déjà t'es en combi. Mais en fait, en termes d'émotion, t'es à poil, t'es à nu. Là, c'est là, je te regarde dans les yeux au départ, et ça sera la même chose si je viens sur une flèche. Ouais. Je te jure, t'es au départ, tu regardes le mec dans les yeux, tu ressens les émotions. Ouais. Tu sais ce qui va se passer. J'imagine que ça doit être bien fort. Ouais. Et ça, c'est des moments intenses que tu partages avec tes coachs, et tu tisses des liens avec eux qui sont quand même costauds.
pour moi, ils m'ont vu à poil, quoi. C'est comme s'ils s'occupaient de moi dans le berceau quand j'étais petit, quoi. Là, c'est pareil, Dans le quoi. bain. Ouais, dans le bain. Ça va, t'y vas aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'ajouter des oreillettes comme dans le vélo? Ou en vrai, on n'entendrait rien avec Non, ça. trop complexe. Ouais, J'ai pas pensé, et je connais même quelqu'un qui l'a fait. Mais non. Mettre une oreillette? Ouais, mettre une oreillette. Ouais. Non, c'est pas possible. En Ouais, fait, ça va trop vite. c'est tellement en cours en fait que t'as pas le temps de réfléchir. C'est complètement ton instinct qui parle et ton inconscient, et tu te libères. C'est le tout intérieur qui skie, quoi. Si on vient te rajouter des informations, en fait, ça va te décentrer, tu vas sortir complètement, quoi. Ouais. Donc, et toi, tu te parles, toi, quand tu skis? Ou des fois, tu déconnectes et t'es vraiment en mode... Des fois ça m'arrive, mais souvent quand je me parle, c'est que ça va pas top. C'est pas Non, c'est pas bon. Ah, faut que je remonte. Ah, je suis bien là aujourd'hui. Tu tends la main, hop là, dernier. Oh merde. Et quand tu passes la ligne, Ouais. il y a un moment de suspension quand même. Ouais. Un moment en mode premier réflexe, t'es en mode... Il est où le chrono? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Enfin, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu tends le bras et là... Tu vois quand tu fais une feinte à ton chien et que tu lui lances la balle et que tu la gardes dans la main et qu'il est là, comme ça. Là c'est pareil, déjà t'as ce mouvement de tête où tu cherches le chrono. Des fois t'es un peu plus serein quand même, tu sens que t'es dans la bonne direction. Alors ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que soit ça peut être bien comme complètement pourri. Mais ouais, d'abord tu cherches le chrono, puis t'as la boule au ventre qui monte, et puis d'un coup tu vois le chrono, tu vois la place, et là t'as le jugement qui se met en place, et puis après t'as la réaction. Est-ce que le bruit du public aide à juger? Ça dépend où t'es. Oui. Parce que si t'es en France, ça va gueuler dans tous les cas. Les gens ils transmettent quand même un peu de l'énergie, il y a du bruit autour. Donc en fait, t'auras du bruit. Mais à l'étranger, des fois, tu passes la ligne, t'as pas un bruit, tu sais que c'est pas top, quoi. Tu sais que, bon... Bon, je vais remonter. J'ai jamais entendu encore... Oh. Ouais, ça serait too much. Mais quand t'entends pas grand-chose, c'est que ouais, ça s'est pas très bien passé. Et là, ça allume du verre, boum. Là, ça gueule, et là, t'exploses de joie, t'es content. Il y en a qui sont... Ouais, stoïque. Impassibles. Ouais. Ils bougent pas. Genre... Putain, il ferme la cabine. Ah, la whiz. On est bien là. Là, bah, retour au bronzé fond du ski. Bon, on est pas mal, mais on va peut-être pas dormir. Mais... Non. En vrai, on a la meilleure cabine. Hein. On pourra peut-être se désaltérer. Ouais, j'ai de l'eau. Ouais, il y en a, ils sont stoïques complètement, c'est impressionnant. Mathieu Fèvre était pas très expressif en bas. J'ai le souvenir qu'il levait des fois la main. Voilà, mais en fait, c'est propre à chacun. Pas de jugement là-dessus. Voilà. Mais moi, si je gagne, j'explose l'air d'arriver. Hein. Ouais. J'ai déjà réfléchi 25 fois à tout ce que j'aimerais faire et tout. Danse des canards, et c'est bon. Danse des canards direct. Non, mais tu vois, genre, il y a un truc complètement dingue, c'est Cyprien Sarrazin, quand il gagne à Kitzbühel la deuxième fois, il avait imaginé sa célébration la veille au soir, ouais. Et pendant qu'il skiait encore, il sentait qu'il était bien, et il s'imaginait faire sa célébration à l'arrivée. Elle est incroyable. Ouais, c'est légendaire. C'est... Déjà, le risque qu'il prend vraiment en chaussures de ski, il n'y a rien qui tient, c'est du plastique. Tu vois un rappeur qui finit un freestyle, il prend le micro, il le jette comme ça sur la scène. Bah là, Sip, il a fait comme ça dans l'air d'arriver, tu vois. Il est arrivé, il est monté sur les boudins, et là, il a gueulé. Ouais, la photo, elle est mythique. Hein. Ouais, c'est stratosphérique. Ouais. Ah, franchement, en faire deux en plus. En plus, j'ai vu qu'il remontait sur les skis, là. Il est remonté sur les skis avant-hier ou hier. On en parle bien. beaucoup en ce moment et tout. C'est vraiment trop cool. C'est pas un soulagement. Parce que c'est pas une fin en soi. Non. La fin en soi, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit bien et tout. Et qu'il ait pas de problème. Voilà. Qu'il fasse du ski, qu'il fasse pas du ski. Il a fait des trucs de malade mentaux. Moi, si c'est mon pote, demain, s'il arrête, j'ai tout mon respect pour lui. Ouais, bien sûr. Mais c'est beau quand même. 12 mois, ce qu'il a traversé et tout, il remonte sur les skis, c'est... Ouais, ça fait plaisir. C'est beau à voir. Je sais qu'on arrive là, mais j'aurais été chaud de faire une minute question-réponse. Au pire, faire un tour. On refait une boucle. Mais c'est bon, j'ai rendez-vous à 17h là. Ouais, mais je sais pas quelle heure ça va faire. Ouais, après, faut qu'on... Et regarde, il y a des skis encore de l'autre côté. On démange tout. Ok, vas-y. Là, on le fait sur la remontée. Ouais, et quand on est en haut, bah, on attaque à arranger, je te file un coup de main. Allez, avec plaisir. C'est parti, Thibaut. Spitfire question, 1 minute. T'as 1 minute pour répondre à une vingtaine de questions. T'es prêt ? Okay. C'est parti. Ton colloque préféré en déplacement ? Cyprien Sarrazin. Tu te verrais rester dans le ski toute ta vie ? Avec grand plaisir. Ton plat préféré avant une course ? Risotto de coquillettes, jambon, parmesan, champignons. Ah ouais, bien, ça me donne envie ça. Et après la course ? Après la course, une chartreuse. Ah ouais, pas mal aussi. Je sais pas si ça nourrit, mais il faut en prendre pas mal, mais ta piste favorite au monde ? Adèle Boden. Partir premier en première manche ou en deuxième manche ? Deuxième manche. Partir 30ème du coup ? Ouais. Enfin non, pas partir premier de la deuxième manche, mais être premier de la première manche et partir 30ème. Ok. Bon,
c'était l'inverse de la question du Ouais, coup. l'inverse de la question. Ça marche. Le départ le plus stressant du circuit. La phase de Bellewaerde. Ah ouais? Ouais. Demain, là, t'as les pétanches. On va essayer de pas les avoir, mais oui, c'est stressant. Ok. Le plus compétitif du groupe France. Celui qui joue sa vie sur un Uno, genre. Joker. Le gars qui oublie toujours un truc. Joker. Oh putain, t'en mets beaucoup, là. Je tire pas sur mes, Tu les mets pas mes dans la collègues. merde. Non, je les mets pas dans la merde. Ton vin préféré? L'Altesse de Yann Pernuis, domaine Belléma, Chartreuse ou Genépi? Chartreuse. Ou Genépi des Berts Chartreux. Kuma, il ferait du slalom ou du géant? Géant, bien sûr. Oui. Remco, il fera du slalom. Ouais, plus technique. Le sportif hors ski qui t'inspire le plus? Sébastien Loeb. Pourquoi? Alsacien, 9 fois champion du monde. Trajectoire. Voilà. Quand tu skis en off, c'est détente ou est-ce que tu cherches toujours à améliorer un truc? Non, détente et partage. J'essaye de donner 2-3 conseils à ma chérie parce qu'elle est pas trop du milieu du ski. Ouais. Et partage surtout avec ma famille et mes amis. Ok, t'arrives à skier sans te dire là il faut que j'améliore un truc. Non, ouais, je skie même mal, je me balade. Ok. Ça, je me laisse aller. Ta chanson honteuse dans ta playlist? Oh là là, terrible. Chanson française. Mon fils, ma bataille. Si tu devais choisir une course pour ton premier podium en géant, ce serait laquelle? Ada Boden. Tu regardes les courses des copains? Ouais, toujours. Ouais, speed, enfin la vitesse. Toutes les courses, ouais, j'essaie de regarder le maximum de courses. Demain tu pètes tout sur la face? J'espère. J'allais dire Inch'Allah, mais... Ça marche aussi. Merci Thibaut, franchement j'ai passé un super moment avec toi dans cette cabine. La nuit commence à tomber, commence à faire froid. C'est là où tu retournes dans ta voiture. C'est l'heure que j'aille dormir dans mon coffre. On n'a pas pu aborder toutes tes passions autour de l'œnologie, tout ça, mais on pourra faire un épisode 2. En fin de saison, parce qu'en fin tu m'as dit il fallait attendre la fin de saison pour faire la dégustation. On fera un télécabine fondu Pinard Chartreuse. Ouf. Avec Kuma et Remco face à face. Ça va être un bordel, ça. La charcute elle va pas faire long feu. Il va falloir que j'amène un groupe électrogène là, pour charger tout ça. Ouais, et des piles pour ton micro surtout. Ça va, des piles pour le micro. J'espère qu'ils ont bien suivi parce que sinon c'est la merde. Écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Bah, merci à toi, merci Max, c'est cool de faire vivre un peu plus le ski, on en a besoin. Tu vois, on a parlé de pas mal d'acteurs aussi autour du ski. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse démocratiser au maximum et qu'on puisse parler de tous les acteurs qui sont présents avec nous, qui nous accompagnent, que ce soit la fédération, tous les partenaires de la fédération, les équipementiers, les parents, enfin tout ce qui tourne autour du ski, qui aide à faire du ski. Mais c'est aussi pour aider les autres à venir et dire regardez, c'est cool quand même ce qu'on fait et tout. Déjà, on passe des bons moments, que ça soit d'autres enfants de donner envie de skier, mais aussi à des partenaires de se joindre à nous, tu vois, pour faire grandir l'ensemble du truc, quoi. Ouais, moi ça me tient à cœur de commencer par vous les athlètes, parce que je pense que vous êtes au cœur du truc, mais c'est vrai que tout tourne autour de vous et de votre performance, mais il y a tellement de monde qui bosse avec vous, que je pense des hors-séries intéressants avec des techos, des équipementiers, tout ça, je pense que ouais, ça peut être hyper cool à faire aussi pour élargir le scope. Mais là, c'est crash test, hein, vous êtes les 3 premiers épisodes. Écoute, on verra ce que les gens ils disent. Ça se trouve, tout le monde va te dire pourquoi t'as interviewé lui, c'est un gros con et tout. Mais on fout. Oh, ça va, je pense. Écoute, moi j'ai passé un super moment. Moi aussi. C'était vraiment cool. On s'était jamais rencontrés avant. Non. À part sur Instagram, à parler de chiens et de conneries. C'est tout. Mais non, écoute, c'est cool. Ça a été assez fluide. Si ça t'intéresse un moment de discuter autre chose et tout, et même se voir à côté, avec grand plaisir. Ouais, au plaisir aussi. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, toi, Thibaut? Ouais, moi je suis pas trop réseaux sociaux. J'aime bien partager quand même mon quotidien de skieur et ma vie professionnelle. De perso, j'essaie de pas trop le mettre. Mais ouais, sur Instagram, sur Facebook, Thibaut Favreau, j'ai rien d'autre à dire. Magnifique. Et ce sera en description. Merci à tous d'avoir écouté et puis on se retrouve une prochaine fois dans la cabine et je vais fermer une dernière fois ces portes. Des bisous. Salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ma mission de vous faire connaître vos idoles plus intimement est réussie, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos proches, à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et je vous invite également à aller suivre la page Instagram Télécabine Podcast pour revivre le meilleur moment de cette longue discussion entre passionnés. Je vous dis à très vite et encore merci pour votre écoute.